Hop, c'est parti. Ben voilà, donc merci Olaf encore une fois de venir nous présenter ton travail et tes connaissances. Du coup, je te donne la parole et vas-y, tu peux y aller. D'accord. Bon, merci à tous d'être venus et merci encore de me supporter une deuxième fois pour cet amphi. L'idée de cet amphi est venue après de nombreuses questions qui m'ont été posées lors et après d'ailleurs le dernier amphi qui était consacré à la papyrologie. Et donc c'est cette idée de faire des... Pardon, j'ai mis un lettre. De faire une présentation sur les différents systèmes d'écriture, sur les différents alphabets, sur l'évolution de notre alphabet et de sa graphie. Alors, ce qui est justement appelé sobrement système d'écriture et origine lointaine de l'alphabet français, ce sera en réalité une histoire de voyage dans le temps et à travers l'espace, à travers les différents systèmes d'écriture et une remontée de notre alphabet. Bien sûr, même si c'est pas une évidence forcément, je vais surtout me pencher sur le cas des écritures occidentales et proche-orientales, étant très loin, très très loin, parce que je n'y connais absolument rien, les langues sino-tibétaines, mongoles, nigéro-congolaises ou amérindiennes par exemple, et je vais me concentrer vraiment sur l'oriental et le proche-oriental, donc ce qui nous est le plus connu. On va alors prendre notre petit tardis personnel ce soir, voyager et un petit peu apprendre. On va faire ce petit voyage en 3 petites étapes interdimensionnelles, ou alors surtout 2 petites et une grande, une longue histoire du temps, pour paraphraser Stevie. Je vais d'abord vous présenter les différents systèmes d'écriture qu'on a dans le monde, ensuite sur l'alphabet français. On verra l'alphabet français actuel et on remontera un petit peu dans le temps pour voir les différentes évolutions. Et puis, si j'ai encore le temps, je parlerai de quelques petites jolies langues. Alors l'étendue de mes connaissances sur le domaine va faire que je ne vais pas être trop spécifique ou trop jargonneux pour ceux qui sont pas initiés, et en même temps je vais paraître un petit peu simpliste ou réducteur ou spécialiste, mais je vais essayer de m'en sortir le mieux possible. Et enfin, vous commencez à me connaître, on va voir tout ça au travers de plein de petits documents qui tombent en miettes, des parchemins, des papyri, des ostracas, des gravures sur pierre ou sur là. Je vais essayer de rendre ça le mieux possible. Alors donc tout d'abord, les différents systèmes d'écriture qu'on a dans le monde. Donc là, c'est vraiment dans le monde et c'est pas que occidental et proche-oriental. Le premier, c'est le système alphabétique. Alors c'est celui qu'on connaît le mieux avec des caractères, des lettres qui consistent en des phonèmes. Les phonèmes, c'est la plus petite unité de prononciation. Alors chaque lettre a théoriquement un seul son qui lui est accordé, mais plusieurs lettres peuvent également être liées par un son. C'est ce qu'on appelle les diphtongues, ou alors le son peut être changé selon un certain enchaînement. Et il y a de contre-règles, on va dire. L'alphabet latin est le système le plus connu en Occident, avec des voyelles et des consonnes, mais il y a aussi des alphabets consonantiques, on les appelle abjad. C'est le cas donc pour des langues sémitiques, arabes ou hébraïques. Alors par exemple, avec le cas de l'hébreu, j'ai pris un mot célébrissime, on va dire. Je vois pas ma souris. Voilà. Donc avec le cas de l'hébreu, c'est le tétragramme hébraïque, donc qui est censé donner le nom de Dieu. Et donc de droite à gauche, vous avez les lettres Yod, E, Vav et E. Donc seulement des consonnes. Et ces consonnes-là, elles peuvent être retranscrites de façon différente, étant donné qu'on ne peut pas juste prononcer les consonnes, il faut ajouter des voyelles, mais tout le monde n'ajoute pas les mêmes voyelles à un moment ou à un autre. C'est ce qui fait notamment que cette transcription va être transcrite en Jéhovah ou en Yahweh. Donc les deux noms de Dieu qui sont pris à partir des 4 lettres du tétragramme. Voilà. Le deuxième système, c'est le système syllabique, donc qui est basé, comme son nom l'indique, sur les syllabes. Elles sont toutes représentées par un symbole différent.
Alors là, je zoome un petit peu, mais pas trop parce que ça a l'air un peu flou. C'est le cas du linéaire B, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard si on a le temps. Et donc, à chaque symbole, on a une prononciation différente. Par exemple, pour le K, on a un symbole pour le K, un symbole pour le K, un symbole pour le Ki, un symbole pour le Ko. Donc, pour chaque lettre, on a une syllabe, d'où syllabique. Et enfin, le dernier système, c'est le système logographique, où on utilise des caractères qui correspondent à des mots avec des morphèmes ou d'autres unités sémantiques. Alors, c'est le cas pour certaines langues asiatiques, en Chine, avec l'utilisation des sinogrammes, qui est un des systèmes de transcription, un des nombreux systèmes de transcription du chinois, ou également les systèmes cuniformes. Là, on a deux logogrammes différents. On a un logogramme égyptien et un logogramme chinois de kanji. Et il y a aussi, enfin, quelques systèmes non linéaires comme le braille qu'on a ici ou le morse au-dessus. Donc, qui n'ont pas la nécessité d'être tracés, ou s'ils le sont, c'est pas une grande rigidité. On peut on peut utiliser différents moyens pour retranscrire malgré tout le sens qu'on veut transcrire. Et si tout ça peut paraître très structuré, ça l'est pas tant. Il y a qu'à voir le nombre de logogrammes qu'on utilise aujourd'hui, tout ce qui est autour de nous. Et enfin, il y a des langues qui utilisent plusieurs de ces systèmes, et de celles-ci, peut-être aussi qu'on en reparlera un peu plus tard. Ça m'amène à ma deuxième partie. Alors, ce qu'on appelle notre alphabet latin, même si on l'a toujours appelé notre alphabet latin, il y a de nombreuses différences avec l'alphabet latin initial, l'alphabet latin d'il y a 2000 ans. Alors on va tâcher de remonter un petit peu dans le temps, toujours avec notre petit indice, et notre petit indice qui sera la connaissance, remonter jusqu'à l'alphabet latin, l'alphabet étrusque, l'alphabet grec, l'alphabet phénicien, toujours plus haut, proto-sinaïtique, et enfin peut-être égyptien, si vous êtes gentil. Alors, tout d'abord, l'alphabet d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, bon, on le connaît assez bien, il y a 26 lettres qui sont écrivables en minuscules ou en capitales. D'ailleurs, si vous voulez briller en société, on appelle ça un système bicaméral, avec des minuscules et des majuscules, mais bon, ça, c'est si vous voulez. Donc, chaque lettre, autant les voyelles que les consonnes, ont un ou plusieurs sons propres. Et en plus de ces 26 lettres, il y a des signes diacritiques avec les accents, 13 voyelles accentuées, la cédille du C, et deux ligatures avec le E dans l'A, qui est le nom de ce charmant Ugus, et le E dans l'O. C'est des noms qu'on utilise assez peu, donc je me suis dit que ça pouvait être bien de les préciser. Et pour voir l'évolution, on va se concentrer sur deux lettres, le P et le T. Je vous dirai à la fin pourquoi, mais je pense que ça semblera à peu près évident. Et voilà, donc montons dans notre petit indice. Alors la première étape, c'est l'écriture gothique. Alors je parle sous contrôle de spécialistes, donc je vais faire attention. Une des particularités de l'écriture gothique, c'est alors je vais être simpliste, c'est que les lettres sont assez pointues, c'est quelque chose de bien tracé, de très angulaire, donc ça nécessite une grande précision. Alors logiquement, ça a été bien aidé avec l'imprimerie, et justement ici, c'est la Bible de Gutenberg, donc un des premiers textes qui a été imprimé. La Bible de Gutenberg, elle date de 1455, mais elle a quand même, malgré tout, malgré le fait que ce soit de l'imprimerie, les caractéristiques de l'écriture gothique. Donc j'ai commencé tout en haut à gauche ma première prise, qui est un petit peu floue, mais bon, on voit à peu près. Et voilà, donc on voit les caractéristiques dont j'ai parlé. Alors, pour lire un petit peu, vous pouvez voir si vous connaissez un petit peu le latin, ou même si vous connaissez votre alphabet français.
et que vous avez un peu d'imagination, incipit liber presit, quem nos genesim digimus. Donc ici commence le livre. Bref, j'étais plus sûr de la signification. Je crois que c'est le livre des Juifs que nous appelons la Genèse. La Genèse. Donc c'est les premiers mots de, de cette œuvre. Pardon. Entre les deux, entre l'écriture gothique et notre écriture actuelle, il y a eu l'ajout des signes diacritiques dont j'ai parlé un peu avant. Alors, ils sont arrivés progressivement entre les deux périodes, mais j'ai tenu à préciser notamment avec Étienne Dolé en 1540, qui a fait la mention de 3 signes, 3 accents dans son œuvre Manière de bien traduire d'une langue à l'autre. Donc, juste les quelques mots. Les gens doctes, donc les gens qui savent, on va dire, ont de coutume de faire servir les accents en deux sortes. L'une est en prononciation et expression de voix, expression dit quantité de voyelles. L'autre en imposition de marque sur quelconque diction. Donc, c'est l'exemple des accents et de la cédille, par exemple. La deuxième étape, c'est l'écriture caroline. Alors, l'écriture caroline, elle s'est formée grâce à Charlemagne. Charlemagne, Caroline, Charlemagne. Et non, je ne suis pas en train de présenter 2 personnes. C'est une écriture et celui grâce à qui elle est arrivée. Donc, Charlemagne avait un travail de renaissance de la vie culturelle, et pour montrer ça, très sommairement et avec beaucoup de vulgarisation, on a tenu à donner un style vraiment particulier à sa littérature. Donc, vous le voyez, il y a des formes bien plus arrondies. C'est peut-être moins décoratif que l'écriture gothique, mais on voit quand même que c'est particulièrement bien tracé, bien travaillé. Ça a l'avantage d'être quand même lisible sans trop de difficultés. Alors, on voit certaines abréviations à quelques endroits, notées avec les traits au-dessus. Par exemple, là, on a un D et un S pour former le mot Deus. C'est un nomina sacra dans le jargon. Et c'est la Bible d'Alcuin, qui date de 800. Alors, quelques mots. Dixit vero Deus, congregantur aquae, quae sub caelo sunt. Donc, et Dieu dit que les eaux en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et apparat arida, factum res eta, et cela fut fait. Donc, on a une bonne évolution, et vous le voyez, on a toujours mes 2 petites lettres, alors, qui commencent déjà à s'arrondir, mais qui sont encore trop bien reconnaissables quand même. Le prochain, et vous me reconnaîtrez là-dedans, c'est la minuscule cursive. Alors, c'est du latin, je vous assure. Si vous étiez là la dernière fois, vous reconnaîtrez que c'est un magnifique papyrus latin. Ici, on a juste les 3 premières lignes qui sont en latin, et le reste est en grec. Je vais pas vous faire l'affront d'essayer de lire, mais je vous assure, c'est du latin très cursif. Ouais, quelques mots quand même. Mevio, donc vous voyez le M ici, un semblant du E, le V, le iota, et le I, c'est du latin, le I et le O, H, O, N, O, R. Si, c'est un R, ça ressemble à un L, à un lambda, mais c'est un R. Honoratiano. Praefecto. Et donc, déjà, là, c'est beaucoup plus cursif, c'est beaucoup moins strict. Et je vous ai pris 2 petits exemples qui sont là, toujours les 2 mêmes. Le T garde la même forme, mais vous voyez que le Pi s'est déporté sur la gauche. Il est penché sur sa gauche, un peu comme une parenthèse, on va dire.
C'est une graphie étrange, elle fait pas l'unanimité. On a plein de graphies différentes, même à cette époque, et même par après d'ailleurs, on a plein de graphies différentes. Mais il y en a une que vous connaissez un petit peu mieux et qui date de la même époque. Et voilà. Toujours c'est mieux avec les sculptures, toujours on arrive à mieux lire. On arrive doucement dans notre alphabet latin classique, il est mieux reconnaissable donc avec les majuscules. Là c'est un écrit qui est sur l'arc de Titus au Forum romain donc, de Rome. Senatus Populusque Romanos Divo Tito Divi Vespasiani Filio Vespasiano Augusto. Donc le Sénat et le peuple romain au divin Titus Vespasien Auguste, fils du divin Vespasien. Et donc là, c'est des lettres qu'on reconnaît bien, qui sont très faciles à lire. Pas trop de bizarreries. Et je vous ai toujours pris les deux petites lettres ici, qui sont toujours les mêmes. La prochaine étape, c'est l'alphabet grec. Alors, on change d'alphabet. Déjà, c'est plus l'alphabet latin, c'est l'alphabet grec. On est sur un bien plus ancien, même si certaines lettres sont reconnaissables, je l'espère, à peu près. Celui-ci est classique, il date du 1er au 3e siècle de notre ère. Et franchement, sur la graphie, il n'y a rien à envier à vos cours de chimie. On voit très nettement le alpha, le bêta, le gamma. Oh, c'est un alphabet. On a tout l'alphabet qui est là, avec quelques lettres qui manquent. On a le qui et le psi qui manquent. Il y a le phi qui manque. Mais c'est un alphabet. Mais quand même, l'alphabet grec ne date pas du 1er siècle. On a un alphabet bien plus ancien. C'est toujours l'alphabet grec, mais c'est une graphie bien plus ancienne. Alors celle-ci, c'est une coupe de Nestor, donc c'était une coupe pour boire de l'eau, qui date donc du 8e siècle avant notre ère, et où il y a des inscriptions dessus. Alors vous voyez, c'est toujours à peu près reconnaissable, mais la graphie est bien différente. C'est pas la même graphie dont on a l'habitude. Le S est bien plus angulaire, le E a une drôle de tête, et vous avez le pi ici, par exemple. Le pi ici, qui fait une petite canne, en fait. Ça revient à peu près au pi du papyrus, mais cette fois-ci, déjà, c'est du grec. Et il fait une petite canne, sinon le T, c'est à peu près la même chose, et vous avez d'autres petites bizarreries. Alors, pour quand même en parler 30 secondes, c'est une coupe donc, qui date du 8e siècle, et dessus, il y a l'inscription que je vous ai mise, qui est partielle. Donc, Nestoros opoton poterion, os dantu de piesi, poterio aotica kenon, imeros airesei kalistephanou, Aphrodites. Donc, voici la coupe de Nestor, faite pour bien boire. Celui qui vide cette coupe, aussitôt le désir d'Aphrodite à la belle couronne le saisira. Sous-entendu, celui qui boit là-dedans deviendra amoureux, tombera amoureux. Voilà pour la petite histoire. La prochaine étape, c'est l'alphabet phénicien. Alors, j'espère que je ne les assomme pas trop avec toutes ces informations. Voici un bel exemple d'alphabet phénicien. C'est parfaitement clair, n'est-ce pas? Bon, allez, je vais vous aider un petit peu. Voici une transcription et l'alphabet phénicien. Ça va pas beaucoup mieux? C'est normal. C'est une inscription phénicienne qui provient d'Avignon, sur laquelle on a la chance d'avoir de nombreux signes de l'alphabet, et il s'agirait de la marque pour un tombeau. C'est dit le tombeau de Zipkata, fils d'Abdesmoun, fils de Baal Yaton, fils d'Abdesmoun, femme de Baal Anna, ce genre de choses, etc. Et à la fin, ça finit par ne pas ouvrir. C'est pas mal comme prière de ne pas ouvrir. Et voici donc, vous avez les lettres qui ont également évolué. Alors, le T qui était un taux à ce moment-là,
qui se trouve un peu plus comme une croix, avec une ressemblance contemporaine d'un signe dont je ne vais pas parler par respect, mais qui me fait un peu grincer des dents, et le pi qui s'est retourné, qui est passé d'une parenthèse d'ouverture à une parenthèse de fermeture, mais néanmoins, on retrouve à peu près toujours ce même tracé. Voilà, je vous laisse admirer le temps de faire dérouler ma page, et ensuite, on arrive au protosinaïtique. Protosinaïtique, ça date du 15e siècle avant notre ère. 15e siècle avant notre ère, 3500 ans. Il y a 3500 ans. Alors, j'imagine que vous arrivez très bien à lire ce qui est marqué dessus. Non, je ne vais pas vous ouvrir le coup à chaque fois. Bon, voici la transcription avec mis redessiner dessus les signes qu'il y avait pour que ça soit un petit peu plus clair. Un petit peu, je vous ai dit. Voici l'alphabet du proto-sénétique. Donc, on voit toujours des correspondances, un petit peu. On garde pour le pays, parce que ça s'appelle un pays. Il est où? Il est ici. Toujours ce petit côté, cette petite caractéristique d'arrondi qu'on retrouve, que je vous ai mis ici. Et malheureusement, le taux n'est pas présent sur cette inscription. Je l'ai trouvé assez jolie, à vrai dire. Il n'y a pas toutes les lettres qui sont inscrites, mais elle est assez esthétique, non? Puis, as-tu trouvé que ça faisait un peu photo de soirée avec des bonhommes qui dansent? Si, il y a des bonhommes qui dansent, tout le monde a l'air bourré. Non? C'est ma tête, peut-être. Mais ça suffisait en tout cas à mon jugement. Voilà. Et ici, vous avez des petites correspondances. Alors, malheureusement, je vois que la barre de mon écran cache un petit peu, mais vous avez les correspondances avec les différentes lettres entre le proto-sénétique, la prononciation. Par exemple, ça c'est l'Alep, c'est le futur A. Et il y en a d'autres, il y a le Pi, il y a le E, il y a le Y, le I même. Et ça nous permet d'avoir une vue très large, non seulement une vue de l'évolution de deux petites lettres prises un petit peu plus ou moins au hasard, mais également une évolution plus globale. Alors ne fuyez pas, on va en parler. Alors c'est un document qui est très connu et qui est très souvent utilisé, que j'ai emprunté à Useful Card. Je vous transmettrai le lien si ça vous intéresse. C'est vraiment très complet, très très intéressant, et ça a la particularité qu'on puisse observer l'évolution des langues les unes après les autres, l'évolution graphique, mais aussi l'évolution de l'alphabet en soi, à quel moment les lettres sont apparues, par exemple le I et le J. Avant le gothique, au gothique, il n'y avait pas de distinction, mais ça a été fait par la suite. Tout comme le U et le W, le tête, qui provient, je crois, des langues scandinaves et qui a été remplacé par le TH. Donc, au lieu d'une lettre qui est étrangère à notre alphabet, on a utilisé deux lettres pour donner la même prononciation, mais par désir de simplification. Et donc, on voit toutes les évolutions. Et ça montre aussi le système d'un passage à un autre. Un système qui représentait des éléments grâce à une graphie et qui se simplifie de plus en plus. Ça devient de plus en plus cursif et ça perd sa représentation initiale, sa fonction représentative initiale. Par exemple, vous avez l'Alep qui représentait le bœuf, le Bet qui représentait la maison, Dalet, je crois que c'est le nom de la consonne, qui représentait le poisson, oui. Le tête pour la roue, qui est ici, et vraiment à chaque lettre, il y a une représentation bien particulière, et même si on garde plus ou moins la graphie, qui évolue pour certaines lettres assez bizarrement, mais pour d'autres
avec un semblant de logique. On a la graphie qui change, plus ou moins, mais en tout cas la fonction représentative qui est totalement perdue et qu'on a oubliée. Alors, il y a la théorie du hiéroglyphe. Je dis une théorie parce que c'est pas vraiment sûr que le hiéroglyphe ait donné sa représentation au proto-sinaïtique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que c'est grâce au hiéroglyphe qu'on a eu l'alphabet proto-sinaïtique. Il y a des points communs, mais il y a aussi des choses qui divergent et qui nous embêtent à valider tout à fait cette théorie. Voilà. Si j'ai encore un petit peu de temps, oh oui, je vais être beaucoup plus rapide que la dernière fois, c'est une bonne chose ça. Étant donné qu'on a encore un petit peu de temps, après avoir vu toute cette évolution, on pourra y revenir juste après, si ça vous intéresse. On va voir quelques petites langues, quelques jolies langues même. Alors la première jolie langue, c'était mon coup de cœur pendant des années et des années. C'est le linéaire B. J'en ai parlé un petit peu avant, c'est un système syllabaire qui est utilisé pour retranscrire le mycénien. Donc c'est du grec, mais du vieux grec qui était parlé en Grèce, en Crète et à Chypre, à peu près du XVIe au XIIe siècle, avant notre ère bien sûr. La plupart des témoins de cette langue sont sur des tablettes. Elles ont longtemps été incomprises, ces tablettes, jusqu'en 1952 à peu près, je crois, où Michael Van Tuis, un philologue britannique, a réussi à déchiffrer cette langue formidable et à dire « Ah, mais ça, c'est du grec !» Eh bien oui, c'est du grec. C'est du grec, mais c'est pas un alphabet. C'est un système syllabaire. Et donc, le système syllabaire, j'en reparle, à chaque signe correspond une syllabe. Alors là, vous avez une transcription avec A ou E ou O, vous dites c'est des voyelles, mais en fait, c'est l'utilisation de la consonne avec une aspiration, donc c'est un H, c'est sûrement à prononcer ha. Et pareil avec le E, donc c'est pas des voyelles, c'est des consonnes, mais je ne sais pas pourquoi n'a pas été retranscrit le H. Grossière erreur de votre humble serviteur. Et ça a eu un gros intérêt pour moi pour deux raisons, trois raisons même. Parce que c'est quand même sacrément joli, je trouve. Parce que on a une retranscription à partir d'un système alphabétique, c'est une retranscription du grec, mais grâce à un système syllabaire. Et enfin, la dernière raison, c'est parce que c'est vraiment joli. Si, j'insiste. J'espère que vous êtes d'accord. Et donc, plus ou moins pour vous donner à peu près une idée, alors je ne garantis pas la prononciation, mais par exemple, les deux premiers mots, ça donnerait ha, pi, ha, ho, he, ke, et ça peut se transcrire par amphialos et kei, donc un nom et un verbe. C'est pour vous dire que déjà toutes les voyelles et tous les sons ne sont pas représentés, mais aussi il ne faut pas représenter toutes les voyelles qui sont données. Ça peut être des façons détournées pour arriver à un son d'utiliser un certain symbole. Voilà. J'espère que c'est à peu près clair. Et pour vous donner une idée, c'est un reçu qui indique que le amphialos a acheté une parcelle de terre. Bon, voilà, c'est pas forcément essentiel, mais ça a son intérêt, ça a eu beaucoup d'intérêt pour le déchiffrement. La deuxième petite langue, c'est l'égyptien hiéroglyphique. Alors, l'intérêt du hiéroglyphique, c'est que ça utilise les trois systèmes. Il y a des logogrammes avec des signes qui indiquent directement les objets qui sont désignés, des phonogrammes pour noter les phonèmes, donc un ou plusieurs noms, ça peut être plus ou moins comme notre alphabet, vraiment plus ou moins, prendre avec de très grosses pincettes, et le classificateur ou le déterminatif qui indique la catégorie du mot.
Ça évite le problème des homonymes, par exemple TAN TANT et TAN TEMPS. Dans le système hiéroglyphique, il pourrait y avoir un classificateur pour dire tiens, l'un c'est un adverbe et l'autre c'est un classificateur temporel, par exemple. Donc, ça c'est très pratique. Et c'est très pratique et c'est très intéressant. D'ailleurs, je vous conseille une vidéo sur le fonctionnement et l'évolution de l'égyptien hiéroglyphique que j'ai posté un peu plus tôt sur Vortex dans un canal culture, et je peux le remettre si jamais, d'un tout jeune vidéaste égyptologue qui a commencé il n'y a pas longtemps et qui s'appelle le Pharaon. En 3 mots, Pharaon. Et enfin, je vais répondre à la question que vous vous posez tous, sans doute, non, très certainement, non pas quand ça finit, mais et dans tout ça, le proto-élamite. Si, c'est une question que vous vous posiez. Le proto-élamite a été décrypté en 2020. On en a beaucoup entendu parler, principalement parce qu'à part ça et le Covid, on n'entend pas parler de beaucoup de choses en ce moment, j'ai l'impression. Ça a été décrypté par un archéologue français, François Dessay. Alors, l'élamite, c'est 3 langues différentes, le proto-élamite, l'élamite linéaire et l'élamite cunéiforme, donc qui datent plus ou moins tous Et c'est une écriture sur argile avec une pointe de calame. Alors, il y a des caractéristiques communes entre le cunéiforme et les hiéroglyphes, un système phonétique et logographique. Et puisqu'il y a des caractéristiques communes avec les deux autres, et d'autres éléments encore, on suppose qu'ils ont existé en même temps, et peut-être même qu'ils sont tous relatifs à un système commun, pas forcément un système commun, mais un parent des trois, une langue parente des trois, une langue mère des trois, qui nous emmènerait encore un peu plus haut dans l'histoire des écritures. Alors, pour vous donner une petite idée, je vous ai mis l'alphabet cunéiforme, donc à chaque fois c'est avec une pointe de calame qu'on utilise et qu'on appose sur l'argile qui forme ces petites flèches qui donnent des lettres et qui donnent donc des phonogrammes. Et ajouté à cela, il y a les logogrammes donc qui représentent les unités directement. Et voilà, c'est sur ces belles paroles que je vais m'arrêter, en ayant été beaucoup plus concis que la dernière fois. J'espère quand même que ça n'a pas été trop long, que tout a été intéressant, vous avez des questions. Et avant que je pense à faire une petite pause d'amphi, parce que 2 fois en 3 semaines, peut-être que ça va faire beaucoup et que vous allez vous lasser, je vais tâcher de répondre à vos questions si vous en avez. En tout cas, merci pour votre attention. Oui. Merci à toi, c'était super. Du coup, est-ce que tu veux que je te lise les questions pour que tu puisses garder ta présentation ouverte? J'ai les questions sur les yeux. Super, bah du coup, vas-y, je t'en prie. Alors, est-ce que l'alphabet syllabique correspond à ce qu'on appelle un système abugida ou y a-t-il une différence? Ah oui, bah, il y a eu la réponse juste après. Ouais, l'abugida, je crois que c'est un système qui consiste seulement en en voyelles, il me semble. Existe surtout une différence. Pardon, je suis en train de tout lire en même temps. Oui, c'est des systèmes différents. Et comme je crois le lire, il y a encore les scientifiques ne sont pas vraiment d'accord sur les appellations, mais c'est celles qu'on a apprises, c'est celles que je retiens, et donc que j'essaye de faire passer. Mais après, il y a beaucoup de différences. Oui. Un lien avec le russe cyrillique à l'origine. Alors oui, l'alphabet russe tient pour grande part de l'alphabet grec, mais à l'alphabet russe, on a rajouté quelques signes. Alors, je connais pas très bien le cyrillique, mais je sais plus ou moins. On a rajouté quelques signes pour retranscrire certains sons qui n'existaient pas dans l'alphabet grec. Comme ici, par exemple, on a retranscrit comment ça s'appelle de nouveau? Le torn, ça s'appelle le torn. On l'a utilisé
pour retranscrire le son TH. Mais malheureusement, ça n'est pas passé. Enfin, malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Je vais pas le dire. Et la différence, c'est qu'en alphabet cyrillique, il y a des signes qui sont restés. Tout comme par exemple dans l'alphabet copte. L'alphabet copte, il dérive de l'égyptien et du grec, mais on a ajouté à l'alphabet grec certaines lettres. J'ai pas de copte ici, j'ai pas de copte ici. Certaines lettres pour retranscrire des sons qui n'existaient pas en égyptien. Qui n'existaient pas en grec, pardon. Parce que l'alphabet grec, c'est de l'égyptien avec un alphabet grec. Le copte, c'est de l'égyptien avec un alphabet grec. Pardon, je m'en mêle un petit peu. Alors, de ce que je sache, je crois que l'alphabet est... Alors, je sais pas trop si je suis même à peu près sûr qu'on ne peut pas totalement parler de premier alphabet, mais en effet, il y a des liens, bien qu'ils soient plus lointains, il y a des liens entre les alphabets qu'on a vus et l'alphabet arabe. Il y a eu beaucoup de changements et de variations, ce qui fait qu'un latiniste ou un helléniste qui voit l'arabe de nos jours ne saurait pas dire qu'il y a des racines communes. Néanmoins, en voyant les différentes étapes, on a su démontrer que oui, quand même, il y a des liens entre l'alphabet arabe et les alphabets qu'on a vus là. Et le proto-élamique dans tout ça, bah, c'est à d'autres questions, voilà. Donc, voilà. Je crois que... Ah, pardon, j'ai loupé la question de Fa, désolé. Puisqu'il est question du linéaire B, tu sais où ça en est des recherches sur le linéaire A? Ça a été abandonné ou bien il y a encore des travaux sur le sujet? Pendant longtemps, j'ai espéré pouvoir étudier le linéaire A, mais finalement, la papyrologie m'a emporté. Mais il y a encore des recherches dessus. On n'a toujours pas réussi à le décrypter. Il y a des recherches dessus, il y a des théories, mais des théories qui, selon les scientifiques, divergent beaucoup. Donc, avec optimisme, je vais dire que ça évolue, que ça progresse, mais bon, après, le linéaire B a été crypté seulement en 1954, le proto-élamite a été décrypté en 2020, donc on peut espérer pour les années qui arrivent, les dizaines d'années qui arrivent, les siècles qui arrivent, que le linéaire A va suivre. Je l'espère en tout cas. Voilà. Si quelqu'un a une autre question à écrire ou à parler, n'hésitez surtout pas. J'ai une petite question. Oui. Quelle est la différence entre le Abugidas et le l'Abjad? Je savais même pas qu'il y avait une différence. C'est quoi? Alors, je crois... Je vais faire une petite recherche rapide. Mais il me semble qu'il y a un qui est seulement avec des voyelles et l'autre seulement avec des consonnes. Mais peut-être, même probablement, je me trompe. Peut-être que j'ai l'impression qu'il y en a qui connaissent bien, qui sauront mieux répondre que moi, mais j'ai l'impression que c'est ça la différence. Ok. Il y a en effet une réponse sur le chat de l'amphithéâtre. Ah. Et voilà. C'est ça. Un alpha-syllabaire. Alpha-syllabaire, l'abjad. L'alphabet consonantique. C'est-à-dire quoi, alpha-syllabaire et consonantique? Alpha-syllabaire, c'est que des voyelles, c'est ça? Ah, ok. Que des voyelles, que des consonnes, ok. Merci, Bagout. Bajout. Tu sois. Merci.
Ok, du coup, je lis un petit peu juste pour la rediffusion, pour que ce soit plus agréable à écouter. Du coup, l'abugida est un alpha syllabaire et l'abjad est un alphabet consonantique. Alpha syllabaire étant à mi-chemin entre syllabaire et alphabet, tandis que l'alphabet consonantique note exclusivement les consonnes. Voilà. Ouais, c'est vrai que du coup, il n'y a pas les questions sur la transmission. C'est ça. Du coup, Bien fait. il y a une autre question dans question vocale, si tu veux la prendre. J'ai remarqué des similitudes entre les anciens alphabets et les runes germaniques. Y a-t-il un lien généalogique entre les deux systèmes? Alors, je dirais probablement, mais les runes germaniques, je t'avoue que c'est pas du tout ma spécialité. Mais étant donné le lieu, enfin, étant donné que c'est dans le côté occitan et que la plupart de ces langues-là dérivent des mêmes, je pense qu'il y a des similitudes en effet. Les similitudes peuvent être lointaines, peuvent être dues à différents phénomènes d'attirance entre langues ou de grosses déformations. Donc c'est possible qu'il y ait des similitudes et donc qu'il y ait un lien généalogique et peut-être même que ça descende d'une des familles qu'on a là sous les yeux. Mais franchement, je ne saurais te dire avec certitude, te répondre avec certitude. Du coup, alors, si tu permets, y a Fa qui nous écrit que sur les runes, il y a plein de théories qui les font descendre soit du grec, soit du proto-italique, et des théories sur des origines étrusques. Ouais. Donc, oui. Donc en effet, ça nous ramènerait sur ce joli tableau. Long par ici. Je ne sais pas exactement. Mais oui, donc apparemment, il y aurait des liens. Et ça ne m'étonnerait pas que le proto-sénaïtique, par exemple, entre autres, soit à l'origine de très 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 nombreuses langues dans le bassin méditerranéen et autour. Et plus loin. Bon. Une autre question qui brûle les lèvres? Ça n'a pas l'air. Je pense qu'on va pouvoir te remercier encore une fois pour cette présentation. C'était très intéressant et c'était vraiment sympa. Je vous remercie également d'être venus tous, d'avoir supporté la chose. Bon, c'était avec plaisir. C'était vraiment super sympa. Et avec ça, je pense que si vous voulez continuer la discussion, vous pouvez vous diriger vers le bar et continuer à échanger sur le sujet si le cœur vous en dit. Et en effet, comme le dit Fa, cesse de te dévaloriser, sinon c'est les gros yeux. Sur ces bons mots, je vais couper l'enregistrement et encore une fois, merci à toi pour cette présentation. Oui, merci. Et bonne soirée.